Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Stay Tuned, bien évidemment. Nouveau numéro, nouvelle émission avec un nouvel invité qu'on avait déjà reçu il y a peut-être 1 an et demi. Monsieur Christophe Hague, comment vas-tu? Ça va Olivier, ça va. Écoute... Chaque fois que je te vois, j'ai la pêche. Ah bah écoute, ça fait plaisir. Moi aussi, plein de belles choses pour toi, pour Stay Tuned. Merci. Mais qui est là depuis combien d'années? Oh là là, tu sais, j'ai des cheveux blancs là, ça pousse plus là. Tu sais, 14. Mais c'est incroyable. Ouais, incroyable. Ouais, tu sais, moi je regarde pas trop derrière, moi. Ouais, mais c'est ça, ouais. J'avance, même s'il y a eu des petites pauses quand même. Hein. Mais oui, effectivement, je traverse le temps comme ça, je suis toujours là, donc toujours en prenant du plaisir à rencontrer de nouvelles personnes. C'est la base, c'est la matière première. C'est la base, le plaisir. Ben, j'espère que j'ai pas été trop bavard. Non, fais ça. Bah, de toute façon, dès qu'il y a des catastrophes, c'est pour moi, hein, tu sais. Cool. J'étais chez le coiffeur et tout. Ouais, t'as fait ça propre, hein. Malheureusement, tu te trompes, mais c'est ok. It's okay. Tu prends note. Non, parce que en fait, j'ai plus de batterie, c'est pour ça. Là, j'ai branché. J'ai plein de trucs que je dois finir, mais je trouverai le temps de faire ce qui doit être fait dans les temps. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Non, c'était un plaisir de te revoir. Parce qu'en fait, on a tendance à confondre beaucoup de création égale remplacement. Il y aura toujours de la technologie, la l'IA, ça va plus loin, mais les gens créent parce qu'ils en ressentent le besoin. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est comment est-ce qu'on monétise ça? Et comment est-ce qu'on s'assure que les gens qui avaient compris structure, les boîtes, avaient compris qu'il fallait payer pour de la musique parce que ça avait de la valeur. On était dans un monde où ça avait de la valeur parce qu'on savait que ça avait pris du temps et qu'il y avait que des humains qui pouvaient faire ça. Aujourd'hui, il y a une machine qui peut faire ça, une intelligence artificielle. Mais la valeur ajoutée de la musique, c'est pas juste qu'elle existe, c'est qu'il y a des personnes humaines qui aient voulu exprimer quelque chose et avoir une connexion humaine avec d'autres personnes humaines. Et c'est ça la valeur, c'est l'émotion qui se dégage et c'est ce que ça apporte aux personnes qui écoutent. En fait, tout à l'heure, je t'entendais dire le jazz entre guillemets, mais en fait, ce qu'on fait, c'est du jazz. Ce qu'on fait, c'est du jazz. Et qu'est-ce que c'est le jazz? Selon moi, c'est un vocabulaire personnel d'une personne qui est en lien avec une époque. Si tu regardes, si tu analyses ce qui se passe, c'est quoi le bebop? C'est quoi le hard bop? Oui. C'est quoi le spiritual jazz? Ouais. C'est vrai qu'il y a eu des croisements. Ça veut rien dire. Le spiritual jazz. Le spiritual jazz, c'était quelqu'un qui avait, il a été insufflé par Coltrane, mais Coltrane, il a insufflé tous les styles de jazz. Mais le spiritual jazz, si tu regardes bien précisément, c'est Coltrane qui avait une pensée pour l'humanité. Il sentait ce qui se passait sur la terre entière, et il se disait, oulala, il faut qu'on joue pour l'humanité. Et point barre. En fait, c'est ça le spiritual jazz. C'est quelqu'un qui joue pour le reste du monde. Et nous, ce qu'on fait avec ce quintet-là, c'est ma musique, mais c'est notre langage. Et voilà, en fait, ce langage-là, c'est des sirènes, c'est des sons électro, c'est des beats hip-hop. Et ça vient de nous, en fait. Et ça vient de l'environnement et de notre époque, de tout ce que nous, on a, les concerts qu'on est allés voir, les CD qu'on a achetés, la musique qu'on écoute. Ça a été? Ah ouais, c'est cool, okay. C'est sympa. C'est facile, simple, court, cool. Je pense que c'est quand tu passes dans la quarantaine, hein, quand tu vois, il y a une, je pense que si tu regardais Le Magicien, peut-être que j'avais déjà des références sur la mort, mais en parler quand t'as 20 ans, c'est pas comme en parler quand tu dépasses. On va dire. Ouais. Voilà, c'est anecdotique. C'est anecdotique, en tout cas, je sais que voilà, jeune, j'ai des amis, des potes qui sont décédés, donc ça nous a marqué, ça nous a permis en tout cas de prendre conscience que en fait c'est pas une autoroute, on sait jamais quand voilà. Donc ça nous rendait quand même conscients d'une certaine voilà, du côté éphémère de la vie, en même temps reconnaissant. Et puis là, t'es là 15 ans, 20 ans plus tard, cette fois t'as tes enfants.
bah, de toute façon, s'il doit t'arriver quelque chose, ils grandiront comme ils grandiront, tu vois. Mais c'est vrai que ça te fait prendre conscience, en tout cas, de ça, quoi. Et puis, toi, t'as aussi, t'arrives à être dans une tranche d'âge où tes aînés, que ce soit tes parents, s'ils sont encore là, tu vois, tu sais que c'est l'étape d'après, quoi. Que ça soit l'étape de fin de vie ou en tout cas, Il y arrive. voilà. Donc, c'est tout ça, quoi. Victoire. Victoire. Bah, je dirais victoire au pluriel. Il faut savoir se féliciter et ne pas attendre une victoire un peu imaginaire, hypothétique, inatteignable. C'est bien de toujours se remémorer où on était il y a 1 an, il y a 6 mois, et se dire ah mais en fait ça c'est déjà une petite victoire et chaque petite victoire peut constituer un bonheur. Donc voilà, je dirais de voir toutes les belles choses qu'on accomplit au fur et à mesure. C'est comme ça que toi tu fonctionnes comme ça? À chaque fois tu te fais des mark-up en arrière? Alors ouais, je fais beaucoup de to-do list et de trucs comme ça. Donc parfois ouais, quand je suis déprimée ou où je sens que je suis un peu démotivée aussi, parce que parfois on se dit ah je devrais faire ça, je devrais être plus là, je devrais avoir déjà accompli ça. J'essaie de reprendre mon journal, de voir mais attends, ça je voulais le faire, je l'ai fait. Et rien que de se dire ah ben en fait je pensais pas il y a 1 an que j'aurais fait ça, je pensais. Une fois qu'on accomplit les choses, on oublie qu'en fait c'était difficile à faire. J'avais un truc en tête. Ouais, dis-moi. Mais ouais. je peux pas te le dire là parce que ça vient plus. C'est pas grave. Ça va venir. Je voudrais quand même dire un truc parce que les propos que je tiens depuis tout à l'heure, je suis sûr que, allez, 50%, 60%, 70% des gens qui nous regardent, ils vont dire mais c'est du n'importe quoi, c'est de l'utopie, c'est de naïf, ça ne peut pas exister, un monde sans guerre et puis quoi encore. La vérité, c'est qu'on s'est enfermé dans une logique de fonctionnement dont on pense qu'elle est indépassable. On pense qu'un monde sans guerre, c'est de la naïveté, c'est de l'utopie. Mais en vrai, si on en décidait tous ainsi, ça s'arrêterait tout de suite. Ouais, je suis là. Parfait. J'appuie sur stop. Hop. Oh bah, je vais attendre que tu me demandes de raconter ma vie. J'ai raconté tellement de fois. Mais t'aurais pu dire rugby tout court. Mais pourquoi à 7 quoi? J'aurais pu dire rugby tout court, mais c'est quand même vachement moins intéressant de dire rugby tout court. On est d'accord? Ah, toi, tu cherches vraiment tu cherches vraiment la petite tonalité qui va faire la différence, quoi. Je suis un homme du détail. J'aime le détail. Ah, le rugby à 7, ça va plus vite. Il y a moins de monde sur le terrain, ça court plus, ça trace, tu vois. Mais t'en fais? Non, pas du tout. J'ai jamais fait de rugby de ma vie. Je m'étais dit, il y avait peut-être un lien avec les Jeux Olympiques, parce que ça va être aussi présent aux Jeux Olympiques. Antoine Dupont qui va présenter. Ah, tu vois, donc tu suis un petit peu quand même. J'habite à Toulouse, je suis obligé de suivre un peu le rugby. Ah oui, Toulouse. Il te laisse pas, mec. Ici, à Toulouse. Si tu t'intéresses pas un petit peu au rugby, t'as le droit de rentrer nulle part. Il te faut un permis, clac, il faut dire, ouais, j'ai regardé au moins 4 matchs de top 14 la saison dernière. J'avais oublié Toulouse. Ouais, mais moi, j'ai pas la culture du rugby, moi. Je viens d'une lignée de femmes, et d'une lignée, enfin, même pas d'une lignée de femmes, en fait, qui a traversé des souffrances très variées, très intenses, mais des violences horribles, vraiment horribles. Cette violence, elle a pu se perpétuer de génération en génération parce qu'il y avait du silence. Parce que les gens avaient peur, parce que tout ça est totalement compréhensible, si tu veux. Mais du coup, ce silence, moi je sais qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, le taf il est fait pour notre famille, est-ce que je publie le film, quoi? Tu vois, nous, ça y est, on a pu se parler, on a pu se dire les choses. Et je pense qu'il y a un moment où tu as une mission de vie, tu vois, tu as une responsabilité politique qui dit, en fait, là, on a appris tellement de choses. Déjà, on n'en est pas mort, quoi. Parce que c'est ça, hein, on se dit, mais si je parle, c'est la mort de la famille, c'est la mort de ma relation avec ma mère, elle va se suicider, ou elle va tuer sa mère. Enfin, tu sais, on rentre dans des angoisses et des considérations, tu vois. Et je pense que tout le monde traverse ça, tu sais, quand on doit avoir une discussion difficile, tout le monde te dit, mais
là, je peux pas lui dire ça, tu vois, comment elle va le prendre, etc. Et en fait, nous, on a discuté, et puis, effectivement, parfois, ça a crié, parfois, ça a pleuré, parfois, on s'est pas parlé pendant 3 mois, parce qu'il y avait des blessures et tout. Mais on est toujours revenus au karaoké. C'est qu'aujourd'hui, on est dans une société du transhumanisme. On est dans une société où on dit, tiens, on veut augmenter l'espérance de vie, on veut créer des organes artificiels. On vit plus longtemps encore. Voilà, pour vivre plus longtemps. On veut prochainement pouvoir remplacer le cœur, les poumons, etc., etc. Donc, en gros, c'est quoi l'intention derrière tout ça? C'est quand même d'effacer de l'équation de la vie la mort. Sauf que si tu fais... Et d'ailleurs, on le voit même dans le rapport avec les défunts, tu vois bien, il y a plus de process maintenant. On éloigne le cadavre, tu vois, on veut plus voir en fait la mort en face, mais en faisant ça, en éliminant la mort de l'équation de la vie, en fait, on va se tirer une balle dans le pied quelque part, d'un point de vue psychique en tout cas, c'est qu'on est moins à l'aise avec la notion de deuil. Donc quand il nous arrive une tuile dans la vie, quand on a subi une perte, quand on a subi un échec, etc., et que dans ces situations-là, il faudrait un moment pour passer à autre chose, pratiquer, exercer un micro-deuil ou un macro-deuil, et là, on ne sait plus faire. Donc en gros, on reste, et beaucoup d'entre nous restons bloqués en fait. Ouais, ils n'avancent pas. Hein. Ouais, parce qu'on n'arrive pas à digérer le problème et à faire ce deuil. Reste encore un petit peu. Je vais te demander après, je pense sur celle-ci, de faire un petit lancement. Stay Tuned TV, tu te présentes, et puis voilà, tu dis ce que tu veux. Tu me dis quand tu es prêt, et puis voilà. Bon, je comprends que pour une personne qui écoute l'album, il va se dire, mais attends, qu'est-ce qu'elle est en train de faire, quoi? Enfin, c'est quoi le projet? C'est l'idée que t'as du... Oui. C'est vrai? Non, mais je me dis, mais à la place de quelqu'un, il écoute Way Better, c'est super soul. Après, il va sur Keep On, c'est Afrobeat. Après, il va sur I Cannot Stand, on est dans les îles. Après, Danse pour moi, c'est pop chanson française avec du jazz. Tu vois, pour moi, c'est naturel. Pour moi, c'est naturel. Ouais, mais pour une personne... Non, mais c'est marrant que tu parles de ça, parce que j'avais aussi ces ressentis. J'arrivais pas à te... Ouais, on n'arrive pas. Ouais. J'arrivais pas à te placer parce que je me disais, mais mince, il y a un côté extrêmement jazz où t'accompagnes les notes, etc. Il y a un moment où c'est assez afro et je me dis, mince, j'arrive pas à trouver la patte. C'est la patte. C'est la patte. Je pense que c'est la guitare et la musique. Tu penses que c'est ça? Et oui, parce que c'est différentes, ou influences ou ce que tu aimes aussi, différentes passions, différentes attirances musicales. Mais je pense que le fait d'être instrumentiste, quand même, ça t'amène loin et dans plusieurs voies différentes. J'ai vu des reportages, en fait, vraiment des gens qui travaillaient comme ça, sans protection, en fait. Et savoir que c'est un produit qui a empoisonné le sol des Antilles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est obligé de faire de l'importation. Alors qu'on pourrait beaucoup plus créer des choses nous-mêmes, on nous met ce truc-là en fait, et on nous met ce couteau un peu sous la gorge, et c'est comme ça. Et face à ça, la réponse du gouvernement, qui est récemment un non-lieu en fait, c'est-à-dire qu'il y a un mépris du gouvernement français face à ce drame sanitaire. On se demande mais comment c'est possible en fait, ce culot en fait malgré toutes les preuves qu'il y a, soit c'est du mépris, soit c'est en fait on regarde pas, on n'écoute pas. Donc c'est pour ça que ça m'a touché en fait. Et en tant qu'artiste, je suis musicien, moi je fais de la musique et je me suis dit que j'ai ressenti que c'était la chose juste à faire quelque part. On dit souvent manipulation. Ouais. Alors toi, t'aimes pas ce mot-là, tu préfères dire influence. Je préfère dire influence, mais en même temps, en fait, c'est parce que ce mot-là, c'est pas que je l'aime pas, c'est pas vraiment ça. Non, mais il est peut-être mal utilisé. Il est extrêmement connoté de la mauvaise manière, alors que si tu enlèves la dynamique manipulatoire dans le sens de ce truc un peu dégueu où on viendrait faire le truc on viendrait faire un truc à l'autre à notre propre profit, qui est aujourd'hui, en tout cas, la définition la plus répandue de la manipulation. En fait, la manipulation, c'est juste bouger l'autre dans ce qu'il est et ce qu'il avait prévu de faire. Mais en vrai, on se manipule tous. Je veux dire tous, quoi. La manière dont tu as choisi de t'habiller ce matin, la manière dont j'ai choisi de m'habiller ce matin, dont tu choisis de te présenter au monde. Quand tu te demandes si ta nana, elle va bien prendre le truc, si tu lui présentes comme ça ou comme ça, si ton gamin, de quelle manière est-ce que tu vas lui demander d'aller se brosser les dents, c'est de la manipulation pour arriver à obtenir ce que tu veux. On est une espèce grégaire en réalité. Je veux dire, vraiment, on est fait pour être ensemble. Et quand on n'est pas ensemble et qu'on se manipule pas les uns les autres, au sens neutre du terme, là, je vais dire aux auditeurs et à ceux qui nous regardent d'essayer de le prendre vraiment de manière neutre.
évidemment qu'on se bouge tous et on se manipule tous les uns les autres. Je dis souvent, une mère manipule son bébé pour qu'il survive. Hein. Un ostéopathe te manipule. C'est même ce que tu demandes à un psy de te manipuler. Hein. Je veux dire, t'arrives pas à faire un truc, eh ben tu vas chez un psy pour qu'il arrive à te manipuler, pour que tu arrives à te faire le truc que toi t'arrives pas à faire tout seul. Allez, première et dernière, j'espère. Il y a de la magie musicale. Être DJ en 2024, c'est quoi? Pour moi, c'est pas quelque chose qui a fort changé, parce que mon projet et mon processus restent le même. C'est-à-dire que c'est juste pour moi important de partager ce que d'autres DJ ne jouent pas forcément, ou l'écoutent mais ne le jouent pas parce que il y a une crainte de le jouer des fois, parce que ça ne coïncide pas avec la tendance ou avec le moment ou quoi que ce soit. Donc pour moi, 2024 ou 2001 ou 2002, c'est pareil. C'est la même chose, en fait. Et la seule chose qui, aujourd'hui, est différente, c'est qu'en 2024, après la pandémie, on se retrouve avec beaucoup moins de clubs et beaucoup plus de DJ. Et donc, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus difficile de s'imposer ou de trouver on va dire, un chemin à travers toute cette grande forêt de DJ, en fait. C'est aussi un monde qui a changé, où des fois, c'est pas forcément toujours la musique qui passe à l'avant-plan. C'est plus la personne ou l'influenceur ou autre. Donc, c'est là peut-être la différence entre les années d'avant et maintenant, c'est qu'on se retrouve avec plus de gens qui n'ont pas forcément des années de connaissances musicales derrière eux. Ouais. Bah écoute, faut bosser quand même. Ouais, donc sortir un album, c'est quand même important pour toi. Oui, mais attends, on va pas se voiler la face non plus. C'est l'industrie musicale et tout le métier qui nous impose ça. Ah ouais? C'est comme ça que tu le... Bah, tout le monde le sait. Ah, tout le monde le sait, je sais pas, tout le monde... tout le monde, les auditeurs, ils savent pas forcément, mais c'est bien de savoir... D'autant plus avec les réseaux sociaux, il faut toujours avoir... On en a parlé on en a parlé. Et c'est d'autant plus... Il faut toujours... Alors, je suis très heureuse de continuer de créer, etc. Mais il faut toujours de l'actualité. Si tu n'as pas un album, une actualité, ou que tu as un album qui date de 2 ans, le programmateur ne te programme pas. Parce que le public n'est pas intéressé, il veut toujours de l'actualité. Non, mais c'est marrant parce que c'est bienvenue en 2024 ou bienvenue, tu vois. Ouais, non, mais c'est vrai que là, du coup, ça me fait un rappel parce que j'avais rencontré une artiste qui me disait que l'album était sorti il y a une semaine déjà et ils faisaient de la promo et une semaine, c'était déjà passé, quoi. C'est dingue, hein? Ça va trop vite. Voilà. Ok, d'accord. Mais c'est le système dans lequel on vit, chers amis. Je pense pas que ce soit que dans la musique, ça. Oui, bien sûr. En plus, effectivement, on peut le transposer ou faire un lien avec d'autres... Ce qui peut être fatigant, et j'en reviens à l'ancienne interview que j'ai faite. Non, on revient beaucoup sur l'ancienne... C'est bien, ouais. Et en même temps, c'est stimulant, mais en même temps, quelquefois, faut le dire, c'est fatigant. Ouais. Et quand je te dis, c'est très gentil de me dire ça, mais là, c'est tous les 2 ans. Regarde des artistes, c'est tous les ans, voire tous les 6 mois. C'est vrai. Mais voilà, mais ils ont plus de moyens que moi, je pense. Bah, il faut avoir les moyens pour pouvoir les sortir, ça c'est sûr. Voilà. Donc, parce qu'en fait, écrire, créer, il y a aucun problème. Mais il faut produire, ça prend du temps. Voilà, il y a tout un système de l'industrie musicale qui nous est imposé. Parce que surtout en habitant aux États-Unis, les Américains, ils prennent pas de time off. Les Américains, c'est toujours productif, travailler. Donc, en étant ici, ça fait 14 ans que je suis ici, et à chaque fois, quand je partais pendant 1 mois, que j'éteignais mon téléphone, tous mes potes, ils étaient là, wow, that's crazy that you're doing this. C'est important. Quand tu reviens, t'es riche, en fait. On croit que c'est le luxe parce que on va pas travailler pendant 1 mois, du coup, mais en fait, on acquiert une richesse autre, qui est pas une richesse financière, mais c'est une richesse d'inspiration et de calme et de sérénité. Et puis et on arrive plus à quand on passe du temps avec soi-même, on se connaît plus. Du coup, après, on sait ce qu'on veut exprimer. On se connaît plus en tant qu'artiste. Même quand on joue pas de musique pendant longtemps, ça fait du bien aussi. Les réseaux sociaux, c'est difficile. C'est le truc qui moi, ça me fait pas, j'aime pas devoir faire ça,
Mais je le fais, c'est pour ça que je dis, je suis contente que ça marche, que tu m'aies découvert comme ça, parce que c'est important, oui, ça fait partie du métier, d'être présent sur les réseaux. Bah, je me faisais la réflexion, genre, hier soir, en rentrant, je me disais quand même, il faut continuer d'avancer, faut trouver la force, faut trouver l'énergie au moment où il n'y a pas forcément, tu vois. Et toujours dans les moments comme ça, je me rappelle, tu vois, d'une phrase que ma mère me disait quand on était petit. Elle me disait toujours, tu sais Sophie, dans la vie, faut être courageux, faut être courageux, faut être courageux. Et surtout dans les moments difficiles, elle disait toujours, faut être courageux. Et je sais pas pourquoi, dès que cette phrase me revient, je suis prise d'un truc, tu sais, genre, et j'ai toujours dans les moments difficiles, cette phrase-là en fait, on continue d'avancer, tu vois. Et il y a un truc, ça me renvoie aussi à la Guadeloupe, parce que il y a un truc, quand je pense à la Guadeloupe, où je pense qu'en fait, les gens qui sont là, c'est les gens qui ont survécu, tu vois. Et du coup, je pense que ce discours tu sais, dans la vie, faut être courageux, faut continuer d'avancer, faut pas être là, tu vois. C'est un truc qui revient beaucoup, tu vois. Pour moi, en tout cas, je sais que je suis un petit peu obnubilée par le fait de justement être dans un truc de pugnacité, tu vois, genre. En 2 secondes. Ouais. 2 secondes. Pardon. Marion, je suis en interview, je viens tout à l'heure, ok? Je me rappelle d'avoir vu les Jeux Olympiques de 1992 à Barcelone. Avec la Dream Team. Tu vois, je voyais avec la Dream Team. Tu vois, il y avait ça, ou aussi il y avait comment ça s'appelle, le 100 mètres, le 400 mètres, le saut à la perche, tu vois, quand il y avait les Sotomayor, tout ça. Là. Oh là, tu m'as sorti des vieux blazes, là. J'étais traumatisé. Et quand j'ai vu ça, j'étais traumatisé. Ça veut dire que, à partir de ce moment-là, tu sais, je me suis toujours vu comme un athlète. Ok. Tu sais, entre-temps, j'ai fait du sport, tu vois, j'ai fait les deux, j'ai fait du basket, j'ai fait du foot, j'ai fait beaucoup de sport. Mais moi, je me suis toujours vu comme un athlète. Je me suis dit, tu sais, pour moi, c'était terrible d'être un athlète. Tu vois, c'était terrible d'être un athlète. Donc, pour moi, le sport, ça n'a jamais été une contrainte. Parce que moi, je voyais ça, pour moi, c'était des super-héros, c'était fantastique. Donc, le fait d'avoir toujours fait du sport comme si c'était normal, tu vois, les gens, ils vivent pas comme ça, en fait. Tu vois, les gens, ils vivent pas comme ça. Et justement, aujourd'hui, on parlait de la quarantaine, la blessure, c'est pas quelque chose qui reste dans ta tête? T'as pas peur de la blessure? Disons que je me suis déjà blessé, ça m'est déjà arrivé de me blesser. La blessure, tu évites la blessure quand tu fais les choses comme il faut. Organisation. Ah non. Tu fais Tu vois, des fois, en fait, quand tu te poses les mauvaises questions, c'est là que tu perds le fil, tu vois. Tu sais, quand tu vois les réseaux sociaux, le follower, like, quand tu penses à ça, tu peux perdre le fil. Et quand tu penses tu t'en fous, tu t'exprimes. Tu vois, tu fais de la musique. Tu vois. Après, justement, tu peux être frustré de ne pas être écouté. À toi de trouver d'autres moyens pour être écouté, aller dans d'autres niches, ailleurs. Moi, t'as vu, des fois, j'ai eu envie d'arrêter la musique pour les mauvaises raisons. Les mauvaises raisons, tu vois, de poser des mauvaises questions, tu vois. Ah, je sors un disque, ça marche pas, tu vois. Des fois, un disque peut marcher, un autre peut flopper. Et tu vois, tu te poses des mauvaises questions, tu sais, tu doutes, tu vois. Alors que l'énergie vient d'ailleurs. Toi, par exemple, moi, je me suis battu 2 fois, mais grave, hein. Tout ça parce qu'une fois au cinéma, quelqu'un faisait du bruit avec du popcorn, et une autre fois parce que quelqu'un klaxonnait comme un connard. Chaque fois, je me suis levé pour distribuer des pains dans la gueule. Ça finit au poste de police. Je me suis dit, je peux pas continuer comme ça. Il y a un truc qui ne m'appartient pas. Il y a une prise de conscience. Truc qui m'appartient pas. Eh ben oui, j'ai été donc voir un spécialiste, un type avec lequel je collabore, qui te prend dans ses bras et qui, quelque part, sent tes cellules, sent ton énergie. Et à un moment donné, ce gars, il me dit, qu'est-ce que faisait l'un de tes grands-pères en 14-18 ? Putain, je m'attendais pas à la question. Et en même temps qu'il me dit ça, je me souviens, je l'ai pas longtemps connu cet homme, être assis sur les genoux d'un de mes grands-pères, et il me faisait sentir ses éclats d'obus sous sa peau, tu sais. Et je lui dis, mais il était dans les tranchées en 14-18. Et en même temps, le type, il fait... Et je comprends en une fraction de seconde que chaque fois qu'il y a une stridence,
ça me rappelle un danger de mort, mais qui n'est pas le mien, qui appartient à ma famille. Là, ça va être de poser l'anatomie, par exemple. Donc, des fois, les parents ont très très peur que ces cours, par exemple, aient lieu si tôt. Et c'est très important, en fait, que ces cours aient lieu si tôt, parce qu'en fait, les agressions, elles ont lieu aussitôt. Et les chiffres sont avec 3 enfants par classe en fin de CM2 qui ont déjà subi des violences sexuelles. C'est absolument faramineux. On doit aider ces enfants. Excuse-moi, Ouais. 3 enfants, c'est-à-dire 3 enfants dans la classe. Tu prends une classe de fin de Ouais. CM2, il y en a 3 dans ta classe qui ont subi des violences sexuelles. D'accord. Que sexuelles, hein, je parle même pas d'autres violences psychologiques, physiques, etc. Je parle juste des violences sexuelles. C'est absolument énorme. Ces enfants, on doit les aider. On a même un devoir moral, civique, de pouvoir leur venir en aide. Et pour des raisons idéologiques, c'est pas le cas. On n'arrive pas à rentrer bien dans les écoles, alors que ces programmes, ils sont disponibles en ligne. Donc je recommande à tous les parents d'aller en ligne, d'aller regarder ces programmes. Ça va, ça a été? J'ai dit plein de conneries. Tu trouves que Non, mais bon, c'est un peu plus roue libre que d'habitude. Mais c'est bien quand Bah, c'est moi, Attends, voilà. reste ici. Tu es ingénieur du son, tu l'as dit tout à l'heure. C'est quoi un bon mastering? C'est quoi déjà un mastering? Et c'est quoi réaliser un bon mastering pour toi, à tes yeux? C'est une question qui est assez difficile. Théoriquement, le mastering, c'est juste le fait c'est le fait de mettre des morceaux d'un même album au même niveau et puis leur donner une patte qui fait que, en passant d'un morceau à un autre, on n'a pas l'impression que ça a été fait dans des endroits différents, si c'est le cas. Parce que des fois c'est des producteurs différents avec tu vois des acoustiques différentes dans leur lieu, donc c'est faire en sorte que ça soit correct et que ça passe bien sur tous les supports, des enceintes du laptop au gros système de diffusion de salles de concert, tu vois. Après il faut savoir aussi connaître les morceaux et savoir où ils vont être diffusés. C'est sûr que si tu masterises un morceau de musique électronique vénère, ça va pas être diffusé dans les mêmes endroits que si tu masterises un morceau de musique classique pour prendre des extrêmes. Hein. Tu peux avoir de la jalousie, tu vois. J'ai envie un peu de jalousie. C'est-à-dire de d'autres beatmakers ou d'autres personnes qui disent pourquoi lui il est là, pas moi. Tu vois, et moi j'ai jamais compris ce terme-là, la jalousie. Donc du coup, qu'est-ce que je fais, c'est que je me dis le sacrifice que j'ai fait, moi, est-ce que tu l'as fait, tu vois. Le temps là qui est passé, tu vois. Les gars, comme tu dis là, que j'ai contactés, est-ce que tu les as contactés? Est-ce que quand fallait investir, t'as investi? Tu vois, le truc de salaire, tu sais, je me plains pas, hein. Mais je dis, voilà, que le sacrifice, c'est ça, qu'il a fallu sacrifier des choses, du temps, de l'argent, des voyages, tous ces trucs-là, tu sais, aller au States, revenir, tout ça, c'est pas évident d'aller à Brooklyn, dans le ghetto là-bas et tout. Mais dès que Instagram est arrivé, tu sais, ça est beaucoup basé sur soi-même. Bien sûr. Tu sais, quand tu vas sur l'Instagram de quelqu'un, c'est pour voir ce que lui, il fait, de base. C'est ça. Mais les stories, les trucs, moi, je dis pas forcément qu'il faut faire des posts sur les gens. Dans des stories, c'est qu'un clic, ça reste que 24 heures. On doit prévoir, ça veut dire qu'on doit avoir notre stock d'eau chez nous. Tout à fait. Toujours. C'est-à-dire ça, c'est quelque chose qu'on a. De l'eau, des bouteilles d'eau, des bouteilles d'eau mais minérale. Combien de litres qu'on doit avoir? Faut avoir au minimum 2 litres par personne dans la maison. À minima. Et quand on voit ce qui se passe à Mayotte, c'est 2 litres d'eau par jour et par personne. Moi, quand j'étais à Zatari, à la frontière syrienne, c'est 5 litres d'eau par jour et par personne. Donc, quand on a 80 000 personnes dans un camp de réfugiés, au-delà du fait qu'on mette des tentes pour abriter les gens, évidemment des éléments, de la chaleur, de la pluie, etc., du vent. Deuxième chose, l'eau. C'est ce qui vient à manquer en premier. On peut penser à toutes les technologies, l'énergie. Si on n'a pas d'eau, on passe pas les 3 jours. D'accord? Donc, si on est bloqué à un endroit, la Vésubie, la Roya, dans les vallées, les feux de forêt, c'est la première chose qu'il faut protéger, l'eau potable. Et donc, le mot de la fin, quel serait le mot de la fin? Merde, c'est déjà fini.
Voilà, c'est qu'on a bien papoté. En tout cas, je te remercie d'être passé sur Stay Tuned et je tiens aussi à préciser que tu as été hyper rapide pour m'envoyer le bouquin et on a programmé assez rapidement aussi l'interview. Donc, merci d'être passé sur Stay Tuned. Je vais te dire pourquoi j'ai répondu rapidement, parce que je suis très sensible à un point. La curiosité n'est pas un vilain défaut. Il faut être curieux et tu es un homme curieux. Donc, tu as tout compris.